Bonjour Manon Aubry. Bonjour. La France entre donc pour une semaine dans un épisode assez intense de canicule. Voici ce qu'en dit la ministre de la Santé Agnès Buzyn, qui était tout à l'heure l'invitée de France Info. Tout est prêt, à la fois dans les EHPAD, dans les hôpitaux, dans les transports. La Direction générale du travail envoie des consignes, le ministère des Sports déplace les horaires des compétitions. Bref, tout est organisé. Cela dit, lorsque les gens sont fragiles, même quand ils boivent beaucoup, même quand tout est organisé, il y a toujours un surplus de mortalité. C'était le cas l'été dernier. Est-ce que vous faites confiance au gouvernement pour gérer cet épisode ? Je crois que ce qu'elle vient de dire, il faut qu'elle aille le répéter au personnel hospitalier, aux aides-soignants, aux médecins, aux infirmiers qui sont en grève dans plus de 100 hôpitaux partout en France et qui dénoncent un manque de moyens. Et donc ils dénoncent un manque de moyens pour faire face au quotidien. Et quand on a un épisode de canicule et potentiellement davantage de personnes qui viennent dans les services d'urgence, manifestement, elle n'a pas pris l'ampleur de la mesure de la mobilisation et de ce que dénonce le personnel hospitalier qui doivent choisir entre 2 urgences. Donc maintenant, ils vont choisir entre 3 urgences. Et je crois que cet épisode de canicule, à la fois, rappelle l'importance du dérèglement climatique et d'agir en la matière, et rappelle aussi la précarité du travail des personnels hospitaliers partout en France, et rappelle la difficulté avec laquelle aujourd'hui ils assument leur emploi. Et donc c'est peut-être l'occasion d'écouter ce qu'ils ont à dire depuis un certain nombre de semaines. Renaud Dely. Sur la crise des urgences que vous évoquez, le gouvernement a apporté des réponses. Il y a eu un plan débloqué par le ministre de la Santé. À vos yeux, c'est insuffisant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réparer le système de santé et pour désengorger les urgences ? Je crois qu'il faut d'abord écouter le personnel hospitalier. Qu'est-ce qu'il demande ? Davantage de postes. Il demande une création de plus de 10 000 postes. Agnès Buzyn, en effet, a annoncé quelques dizaines de millions d'euros. Qu'est-ce que sont quelques dizaines de millions d'euros au regard de plusieurs milliards d'euros qui ont été coupés dans les hôpitaux ces dernières dizaines d'années, notamment ces dernières 20 ans, où l'hôpital fait face est la première victime des coupes budgétaires et de l'austérité qui s'appliquent en France. Si les urgences font face à un afflux de patients, c'est aussi parce qu'il n'y a pas assez de médecins dans une bonne partie du pays et qui sont répartis de façon extrêmement inégale. Est-ce qu'il faut, d'après vous, des mesures coercitives pour obliger des médecins à s'installer à tel ou tel endroit ? Oui, nous sommes non seulement en faveur de mesures coercitives, mais coercitives accompagnatrices. Ça veut dire ouvrir davantage le numerus clausus pour qu'il y ait davantage de médecins et ensuite les accompagner avec une aide financière à l'égard de ces médecins pour qu'ils puissent s'installer davantage dans des zones creuses. Aussi, aujourd'hui, des aides incitatives mais pas coercitives. Et qui sont pas suffisantes. Et donc c'est pour ça qu'il faudra aller davantage vers des aides coercitives et accompagner, y compris financièrement, les études des futurs médecins pour s'assurer qu'on ait davantage de personnel formé et qu'on ait davantage de personnel formé à la fois, on parle de médecins, mais aussi de personnel qui accompagne, donc du paramédical, des infirmiers, des aides-soignants, et y compris dans les urgences, parce qu'on aura quand même besoin d'urgence le week-end, le soir, et on aura besoin de davantage de moyens si l'on veut que ces personnels hospitaliers ne fassent pas face à l'incroyable crise des urgences actuelles. Et puis une dernière chose qu'a dit Agnès Buzyn et qui m'a assez interpellée, elle a mis en cause directement le personnel hospitalier en lui disant c'est difficile en ce moment dans les hôpitaux, et elle a dénoncé ceux qui prenaient leur congé maladie parce qu'ils étaient juste en burn-out. Des personnels qui sont en burn-out. Il faut les écouter et il faut leur donner plus de moyens. Sur la question du réchauffement climatique, Manon Aubry, quelle est la mesure que vous allez pousser pendant votre mandat à Strasbourg et à Bruxelles ? Il y en a beaucoup, mais il y a des négociations, on va en parler en ce moment, qui se déroulent au niveau européen pour les différents postes. Je crois que ces négociations, au lieu de mettre les postes sur la table, elles doivent mettre avant tout la question climatique sur la table. Par exemple, un des enjeux qui va se discuter dans les prochaines semaines, c'est les accords de libre-échange. Vous vous souvenez, on en a beaucoup parlé pendant la campagne, ces fameux accords de libre-échange où l'Union européenne signe à tour de bras des accords avec la planète entière, et du coup, nos marchandises qui se retrouvent dans nos supermarchés font 3 fois le tour de la planète, donc polluent, ce qui a un impact sur le dérèglement climatique. Et il y a un accord qui va être signé là dans les prochaines semaines et qui va être rediscuté, c'est l'accord avec le Mercosur. Donc c'est l'occasion de dire, nous ne voulons ni de cet accord, ni des suivants, s'il continue d'organiser le grand déménagement du monde à faire venir des marchandises de l'autre bout de la planète. Voilà, par exemple, un impératif qui est indispensable, mais c'est pas le seul. Un cap climatique, c'est aussi davantage investir dans les énergies renouvelables, 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050. Ça doit être l'objectif
l'objectif, l'impératif majeur que se fixe l'Union européenne. La semaine dernière, par exemple, l'Union européenne a échoué à voter l'objectif de la neutralité carbone, malgré l'implication de la France. Est-ce que vous reconnaissez que la France était l'un des pays qui a cherché à entraîner les autres, et on sait que c'est plutôt la Pologne, la Hongrie et d'autres qui ont fait capoter cet accord sur la neutralité carbone? C'est vrai qu'il y a des pays encore plus climato-sceptiques, je dirais, et la Pologne que vous avez citée est un bon exemple. La France est climato-sceptique? Non, je n'ai pas dit, j'ai dit plus climato-sceptique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie difficulté dans la prise de décision au niveau européen, c'est que des décisions sont en effet bloquées par des pays comme la Pologne, qui est une des plus grandes celle qui pollue le plus au niveau européen, notamment à cause de ses centrales à charbon. Sur ce sujet, vous reconnaissez qu'il y a une impulsion quand même de la France? Elle n'est pas suffisante. Je veux dire clairement, elle n'est pas suffisante, parce que dans le même temps, la semaine dernière, il y avait un rapport de la Commission européenne qui disait que la France ne faisait pas suffisamment, notamment dans le respect de ses objectifs qui étaient fixés en matière d'énergie renouvelable. On doit avoir là, si la trajectoire à minima qui est de 20% d'énergie renouvelable, on est à 16%, ce n'est pas suffisant. Alors que Emmanuel Macron ait de belles paroles en matière climatique, c'est vrai, mais même la neutralité carbone, vous savez, c'est pas suffisant. Il faudra aller plus loin, parce que on ne peut pas juste faire un équilibrage, on pollue et on rend des droits à polluer. Il faudra aller plus loin, changer complètement notre rapport à notre système de production. Pas que des paroles, il y a aussi des décisions. Par exemple, dans la loi mobilité adoptée la semaine dernière, il y a l'objectif de la fin de la vente des véhicules fossiles d'ici 2040. Ça, c'est un vrai choix politique. Oui, c'est un vrai choix politique et c'est une bonne chose. Et il faut prendre bien sûr toute avancée qui va dans la bonne direction. Mais dans cette loi, d'ailleurs, aussi, j'ai remarqué que le gouvernement a approuvé l'état d'urgence climatique que nous avions demandé à la France Insoumise quelques semaines auparavant et qui avait été rejeté. Donc il y a un vrai enjeu de cohérence en matière climatique. Et de cohérence, je vous donne un dernier exemple où j'enjoins la France à être cohérent, c'est à refuser le CETA qui va être discuté, qui est un accord de libre-échange avec le Canada, pour en revenir à ça, qui va être approuvé par l'Assemblée nationale dans l'été. Eh bien, Monsieur Macron, si vous êtes cohérent, refusez cet accord de libre-échange qui continue d'organiser ce grand déménagement du monde. Manon Aubry, vous restez avec nous si vous voulez bien jusqu'à 9h. On va s'interrompre quelques instants avant d'évoquer la situation dans votre mouvement à la France Insoumise. Mais d'abord, le rappel de l'actualité avec David Doba. Et cette information France Info opposée à la consigne des bouteilles proposée par le gouvernement la semaine dernière. La Fédération professionnelle des entreprises du recyclage propose désormais 2 poubelles pour séparer d'un côté les déchets humides et de l'autre les déchets secs. Et pour l'heure, seul Châteauroux a adopté cette mesure. Des bouteilles d'eau qui vont bien évidemment devenir l'élément indispensable de votre semaine. Un seul mot sur toutes les bouches depuis ce matin, canicule. Les prévisionnistes évoquent un phénomène sans précédent par sa précocité. Le pire est à attendre jeudi avec des températures qui flirteront et qui dépasseront même parfois les 42 degrés. L'alerte canicule niveau orange a été déclenchée pour Paris et les départements limitrophes. L'est de l'Indonésie frappé ce matin par un séisme de magnitude 7,3, séisme qui s'est produit au sud de l'île d'Ambon et selon l'Institut géophysique américain, il n'y a pas de risque de tsunami. Et puis des scènes de liesse, ça se passait hier soir en Turquie. Ekrem İmamoğlu, le candidat de l'opposition, inflige à Recep Tayyip Erdogan son pire revers électoral en 17 ans. Il a réédité la victoire au municipal d'Istanbul. Il obtiendrait 54% des suffrages contre 45% pour son candidat. France Info. Manon Aubry, il y a un mois, la liste que vous meniez aux Européennes faisait un peu plus de 6%. Est-ce que la page est tournée? Est-ce que c'est digéré? C'est toujours une défaite, c'est toujours difficile. Donc après, je crois que plus que jamais, on repart au combat. Et donc oui, on repart en commun, y compris en se donnant des perspectives. Quel est notre rôle et notre responsabilité d'un mouvement comme le nôtre dans la période actuelle? Moi, je crois plus que jamais, et c'est peut-être ma culture associative qui le fait, à l'action concrète, à l'accompagnement des initiatives de solidarité concrète dans les quartiers populaires, comme ce qu'on a pu faire à Marseille, où avec des citoyens au niveau local, on a repeint une école, à des actions de désobéissance civile pour interpeller les pouvoirs publics. On parlait d'écologie, notamment pour dire que oui, la politique des petits pas, d'interdire les pailles et les touillettes comme l'a fait le gouvernement, c'est pas suffisant, qu'il faut repenser complètement notre système économique à l'aune des enjeux climatiques parce qu'il y a urgence à agir. Voilà aujourd'hui les pistes dans lesquelles nous voulons nous investir en tant que militants, en tant qu'élus de la France Insoumise, qui j'espère va donner du souffle et surtout une utilité à notre mouvement politique. De tous les points que vous avez cités depuis 10 minutes maintenant, est-ce qu'il y aurait l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre votre programme et celui des écologistes?
Oui, il y a des différences. Évidemment, on peut s'accorder sur certaines choses. Je vais vous donner des exemples concrets. Par exemple, sur la vision de l'écologie, eux étaient en faveur de la taxe carbone. On se souvient tous de cette taxe carbone qui a suscité la mobilisation des Gilets jaunes au début du mouvement. Et eux reconnaissaient l'utilité de cette taxe. Nous disions que cette taxe frappait au portefeuille davantage les plus pauvres. Et c'est pour ça que nous défendons une vision de l'écologie qui est l'écologie populaire, qui est au service des classes sociales les plus pauvres, parce que c'est elles qui en payent les premières le prix. Et nous disons qu'une taxe carbone telle qu'elle était conçue, eh bien, elle était injuste, elle était inéquitable. Et donc, nous assumons de l'avoir refusée. Et c'est un point de désaccord que nous avons avec eux. Les écologistes menés par Yannick Jadot aux élections européennes, c'est une écologie pour les riches. C'est une écologie qui n'est pas au service des classes populaires. Je vais vous donner un autre exemple. Je pense que, de manière générale, il faut repenser notre système économique, je le disais. Et Yannick Jadot, à tout le moins, a eu des ambiguïtés sur son rapport à l'économie de marché, son rapport à la droite libérale au niveau européen. Parce que, par exemple, là, on a les premières négociations qui se déroulent au niveau européen pour les postes, qui est vraiment un truc en plus auquel plus personne ne comprend rien. Eh bien, eux ont démarré des négociations avec les libéraux, avec donc d'Emmanuel Macron, avec la droite et avec les sociaux-démocrates. Et donc, moi, je m'interroge sur quel va être leur rôle dans les négociations et dans cette grande coalition qui se dessine et que nous dénoncions déjà à l'aune des élections européennes. Vous dénoncez des ambiguïtés et pourtant, les électeurs ont voté pour lui et pas pour vous. En tout cas, davantage pour lui que pour vous. Et il faut reconnaître qu'il a fait un score qui est bien meilleur que le nôtre, bien sûr. Mais vous savez, nous restons droits dans nos bottes. Nous n'allons pas changer de position. Ne vous suit. Mais on ne va pas dire l'écologie libérale, elle est bien et parce que c'est celle qui fait voter davantage les gens. Après, il faut qu'on s'interroge sur comment on fait passer au mieux ce message. Et manifestement, on n'a pas été suffisamment en capacité de le faire. C'est pour ça que sur les questions écologiques, je pense qu'il faut interroger notre capacité à démontrer, à mettre en mouvement littéralement notre vision radicale de l'écologie qui n'est pas compatible avec l'économie de marché. Voilà, donc relation incompatible avec Monsieur Jadot. Il n'y aura pas d'union de ces deux gauches-là dans les mois ou les années qui viennent. Si on vous suit bien, vous nous dites que c'est irréconciliable. Moi, je souhaite qu'il puisse y avoir des unions dans les actions. C'est-à-dire si demain, des militants écologistes souhaitent se joindre à nous pour des actions de désobéissance civile, pour dénoncer, par exemple, la pollution des paquebots à Marseille. Il peut y avoir une union, mais à condition que ce soit derrière nous. Non, là, je vous parle d'actions concrètes. Oui. Peu importe les logos, franchement, on s'en fout. Je vous dis, moi, je viens du milieu associatif, ce qui compte, c'est l'action. Et si on peut se retrouver dans des actions concrètes de terrain, faisons-le. Si les écologistes, et je le souhaite, veulent s'investir dans le référendum contre ADP, qu'ils le fassent, qu'ils soient à nos côtés et que tous ensemble, mais pas uniquement avec les écologistes, avec les communistes, avec d'autres, qu'on obtienne des victoires concrètes pour les gens. Je crois que c'est l'enjeu. C'est aussi ce à quoi on doit servir en tant qu'élus et militants politiques. Vous dites, Manon Aubry, un mois après donc les élections européennes, on continue le combat, on repart au combat. Il y en a un sur lequel il y avait des interrogations, y compris dans son plus proche entourage. D'ailleurs, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il s'est exprimé hier, Jean-Luc Mélenchon, et lui aussi, il repart au combat. Je suis stupéfait de voir que c'est à moi qu'on me demande de s'en aller. Sans que je sache de quoi, d'ailleurs, je dois m'en aller. Je suis président de groupe à l'Assemblée nationale. Je suis d'ailleurs le seul élu par les autres dans le mouvement des Insoumis. Je le signale au passage, parce que pour un dictateur, c'est quand même curieux. Il est donc impossible de remettre en cause Jean-Luc Mélenchon à la tête de la France Insoumise. Alors, Jean-Luc Mélenchon n'est pas à la tête de la France Insoumise, il est à la tête du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. C'est pas lui, le leader de la France Insoumise aujourd'hui, c'est pas lui. En fait, je sais que vous avez souvent l'analyse du schéma classique d'un parti politique, mais il se trouve que nous sommes un mouvement et que vous avez différentes têtes à la tête du mouvement. Moi, j'étais tête de liste aux élections européennes, donc j'ai porté cette campagne-là. Avec, nous a-t-il semblé, le visage de Jean-Luc Mélenchon à vos côtés sur les affiches. Mais bien sûr, parce qu'il est un porte-voix important de notre mouvement politique, mais ce n'est pas Généralement, on met le chef sur les affiches. Mais c'est ça que je veux vous dire. Et on envoie le chef à la présidentielle. C'est ça que je veux vous dire. Aujourd'hui, je pense que la force de la France Insoumise, c'est son collectif. Alors, il y a Jean-Luc Mélenchon dedans, mais il y a aussi Adrien Quatennens. Il y a aussi Mathilde Panot, qui est vice-présidente du groupe à l'Assemblée nationale. Il y a nos 6 nouveaux députés européens. Et il y a toute la force, notamment de ce nouvel espace de coordination que nous avons mis en place. Et je crois que c'est la spécificité du mouvement. Il n'y a pas de chef, tout le monde est au même plan. Oui,
tout le monde est au même plan. Jean-Luc Mélenchon, moi, il y a un truc, je vais parmi d'autres. Non, mais je vais vous dire, moi, mon expérience des 6 derniers mois, quand je connaissais la France insoumise de l'extérieur, et moi aussi, je pensais que ça donne une forme un peu militaire, parfois vue de l'extérieur, la France insoumise, ça marche droit, etc. Et en réalité, vous savez, au quotidien, c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui gère les affaires de la France insoumise. Au quotidien, il ne sait pas exactement ce qu'il s'y passe et il ne donne pas des consignes. Et là, je crois que ce qu'il a manifesté hier aussi, c'est son envie d'être au plus proche du terrain. Il était samedi, par exemple, à la mobilisation à Belfort contre les suppressions d'emplois sur Alstom et General Electric. Donc voilà, si la démocratie en interne fonctionne si bien que ça, Manon Aubry, comment vous entendez et comment vous expliquez les critiques, notamment de Clémentine Autain, mais elle n'est pas la seule ces dernières semaines, sur le manque de transparence? Je crois que la démocratie doit s'améliorer. Je peux vous faire de langue de bois et je crois que vous votez souvent la France insoumise, par exemple? Oui, alors il y a un vote qui est en cours en ce moment. Tiens, il y a un vote qui est en cours sur 3 textes, enfin 3 votes différents. Un vote sur un bilan de la séquence, un vote sur l'organisation du mouvement et un vote sur le programme stratégique, notamment pour les élections municipales. Un vote qui sera secret? C'est un vote qui se fait comme des mouvements politiques le font, de cette forme mouvementiste qui est assez habituelle et peu habituelle chez les militants et des partis politiques traditionnels, mais assez classique chez les mouvements. Donc c'est un vote en ligne pour tous les militants inscrits sur la plateforme. Il est ouvert jusqu'au 7 juillet, je crois. Et donc tous les militants qui soutiennent la France insoumise peuvent s'exprimer et dire s'ils partagent ou pas. Et ce sont des textes qui sont issus, on en est à la 4e version, de plusieurs allers-retours. Et je vais vous dire franchement, pour finir sur la démocratie, ouais, c'était pas parfait. Je peux pas vous le dire autrement. C'était pas parfait. Et je crois qu'on essaie de s'améliorer. Pourquoi c'est pas parfait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'était pas parfait parce que, notamment, je pense aux groupes d'action qui sont l'entité sur laquelle repose aujourd'hui la France insoumise, qui sont ces militants sur le terrain, qui sont réunis dans des groupes d'action, pour lesquels, je pense, il n'y avait pas suffisamment d'autonomie financière, par exemple. Ça vous a gêné dans votre campagne? Non, ça m'a pas gêné dans ma campagne, tout l'inverse, parce que j'ai découvert la force de ces groupes d'action. Mais je crois qu'il faut leur donner... Ce manque de démocratie, ça vous a gêné dans votre campagne? Non, ça m'a pas gêné parce que ce dont je vous parle, c'est comment on donne plus de pouvoir aux groupes d'action, mais qui était déjà extrêmement présent pendant la campagne. Mais ce qu'on fait concrètement pour ces groupes d'action, c'est qu'on crée à la fois une assemblée représentative de ces groupes d'action, à travers laquelle ils peuvent échanger, et un budget participatif qui leur permet notamment de financer des actions concrètes, ces fameuses actions dont je vous parlais, des actions de solidarité concrètes, des actions de désobéissance civile, qui j'espère redonnera du souffle, de l'espérance et des débouchés concrets, y compris aux colères, dans notamment les quartiers populaires, et de redonnera de la force à la France insoumise dans les prochains mois. Vous pensez que Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, vous fait gagner des voix ou vous en fait perdre? Je crois que si vous pouvez pas découper, saucissonner ça de cette manière. Je pense qu'aujourd'hui c'est un collectif. Moi, ce que je souhaite, et c'est la perspective qui a été donnée par l'organisation qui a un peu évolué du mouvement, en clarifiant les rôles et les tâches de chacun, que ce soit plus que jamais une organisation collective. Et donc le rôle de Jean-Luc Mélenchon, pour être très clair, dans les mois qui viennent, quel est-il? C'est de porter la voix de la France insoumise, mais comme d'autres le portent. Et un orateur parmi d'autres, un porte-parole parmi d'autres. C'est un orateur parmi d'autres. Mais ça veut dire qu'on va le voir un peu moins? Je crois on le voit déjà pas beaucoup depuis un mois. Vous languissiez, c'est ce que j'allais dire, vous languissiez déjà de le voir. Moi, j'espère surtout qu'on va le voir sur le terrain, comme on l'a vu à Belfort samedi dernier, auprès des salariés. Je crois que c'est sa place, et c'est la place de tous les élus du mouvement de la France insoumise. Et on va sortir un peu de la politique politicienne, et ça va nous faire du bien pour tout le monde, je pense. Il est 9h moins 10 sur France Info. Voici David Doba pour le résumé de l'actualité. Tout est prêt à la fois dans les EHPAD, les hôpitaux ou bien encore les transports. Déclaration d'Agnès Buzyn ce matin sur France Info. La ministre de la Santé se veut rassurante face à la vague de chaleur qui arrive sur le pays. On attend jusqu'à 42 degrés localement jeudi. L'alerte canicule niveau orange a été déclenchée sur Paris et ses départements limitrophes. Pour les recommandations et les conduites à tenir, un numéro de téléphone, le 0800 06 66 2 fois. Le cas Vincent Lambert, une nouvelle fois devant la justice le 20 mai dernier. La Cour de Paris ordonnait la reprise des traitements. En avait-elle le droit? Eh bien, c'est la question sur laquelle elle se penche aujourd'hui la Cour de cassation. François Molins, procureur général, préconise de casser cette décision sans renvoi devant une autre juridiction. On connaîtra dans la journée les nouvelles sanctions décidées par Washington contre l'Iran. Depuis ce week-end, la presse évoque des cyberattaques américaines. Selon l'Iran, aucune n'a réussi pour le moment. Et puis, il a fallu attendre les prolongations. Mais bon, finalement, ça y est, c'est fait. Les Françaises sont en quart de finale du mondial féminin de foot. Elles ont battu les Brésiliennes hier soir au Havre 2-1. Elles retrouveront vendredi l'Espagne ou les États-Unis. La réponse, ce sera ce soir à partir de 18h puisque les deux équipes se rencontrent. France Info.
Info. Toujours avec la députée européenne de la France Insoumise, Manon Aubry, toujours avec Renaud Dely et la question à présent de la PMA pour toutes les femmes. Le projet donc de réforme des lois bioéthiques et de l'extension de la PMA à toutes les femmes sera présenté au Conseil des ministres le 26 juillet. Est-ce que vous êtes favorable à cette réforme, Manon Aubry ? Un grand oui. Je peux pas dire les choses plus simples. Ça fait un moment qu'on l'attend. Vaut mieux tard que jamais, vous allez me dire. Et donc, quand il y a des projets de loi qui vont dans le bon sens, il faut le dire. Donc, on sera extrêmement vigilant aux côtés des associations qui portent ce projet de loi. Sur quel point serez-vous vigilant ? Est-ce qu'il y a encore des choses qui vous semblent dans l'ombre ou pas claires ? Non, je pense qu'il faut. Pour le moment, ça va plutôt dans la bonne direction. Je vous l'ai dit. On sera extrêmement vigilant pour s'assurer que le droit est en effet bien ouvert à toutes les femmes de même sexe sans contrainte. Voilà. Il y a parfois le diable se cache dans les détails, donc on verra au moment de la proposition de loi. On l'analysera dans le détail et on fera en sorte qu'elle soit adoptée le plus rapidement possible parce que je crois que c'est attendu par beaucoup de personnes. Avec le soutien donc de l'ensemble des députés insoumis. Oui. Mais vous savez, ça nous est arrivé de soutenir des propositions qui vont dans la bonne direction. J'ai pas posé de question, enfin juste avec le soutien. Il n'y avait pas de sous-entendu à ma question. Et est-ce que vous souhaitez que le gouvernement à terme aille plus loin avec la GPA ? Je crois qu'il faut ouvrir un débat. La position, je vais vous le dire assez franchement, elle n'est pas tranchée à la France Insoumise sur le sujet. Et la vôtre ? Moi non plus. Je vais vous dire, et c'est bien. Je crois que quand on est responsable politique, faut pas avoir un avis sur tout. J'ai pas encore un avis tranché sur la question de la GPA. Je pense qu'il faut avancer avec prudence parce que se pose évidemment sur la GPA la question de la rémunération et du rôle du corps des femmes. Donc j'entends et j'écoute les associations féministes qui ont des avis divergents aussi sur la question de la GPA. Donc ouvrir un débat, je crois que c'est souhaitable parce que il y a une demande d'une partie de la population. On sait aussi que certaines personnes ont recours à des GPA à l'étranger, donc ça interroge toujours. Mais il faut faire avancer petit à petit le débat pour que tout le monde soit à l'aise avec ça. Le gouvernement, Manon Aubry, souhaite que tous les enfants nés d'une PMA puissent avoir accès à l'identité du donneur, si le donneur est d'accord. Bien sûr, ça se ferait à 18 ans. Est-ce que vous êtes favorable à cette levée partielle de l'anonymat des donneurs ? Plutôt tant que c'est encadré et qu'on s'assure que le droit initial est respecté, que ça reste une PMA et donc ça reste une PMA avec des parents qui sont reconnus originellement, mais ouvrir cette possibilité si il y a une envie particulière de l'enfant, je pense que ça peut s'entendre. Là aussi, il faut le faire avec précaution pour pas qu'il y ait trop de flou dans le droit et pour pas qu'il y ait des conflits. Voilà, c'est ça qu'il faut être vigilant quand il s'agit du droit de la famille. Vous approuvez, Manon Aubry, vous venez de le dire un instant, la réforme de la PMA qui va être portée par le gouvernement. Lorsque le gouvernement présente la semaine dernière le contenu de sa réforme de l'assurance chômage et notamment l'idée de taxer les entreprises dans 7 secteurs, les entreprises qui abusent des contrats courts, est-ce que vous approuvez aussi cette mesure ? Je lui dis que c'est pas suffisant. Il y a des secteurs qui sont oubliés. Comme par hasard, le bâtiment, par exemple, qui est oublié parmi ces secteurs-là. Et je pense qu'il faut être, quitte à faire un bonus-malus, premièrement, pourquoi vous ne le faites pas sur tous les secteurs ? Et deuxièmement, comment vous vous assurez que cet outil soit un outil suffisant et suffisamment incitatif ? Il y avait déjà quelque chose de similaire qui était prévu pour les contrats courts, notamment dans la restauration, ce qu'on appelle les contrats d'usage, et on sait que ça a très peu incité à l'emploi de contrats courts. Le passage à des contrats plus le passage plus à des contrats plus longs. Donc il faut être extrêmement vigilant aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un risque sur l'emploi aussi ? C'est simplement soit de faire réaugmenter le chômage, de supprimer les emplois, soit d'inciter à ce qu'il y ait davantage de travail au noir. Je pense que d'abord, sur le travail au noir, si vous avez suffisamment de moyens donnés à l'inspection du travail, vous pouvez le contrôler. Deuxièmement, si un employeur a besoin d'employer, à la fin, il va quand même employer. Et donc, la question, c'est quel est le rôle et la responsabilité de l'État pour réguler ? Est-ce qu'il incite à des contrats davantage protecteurs ? Parce que, par exemple, plus de 80% des embauches à l'heure actuelle se fait en CDD. Et moi, je me souviens de la génération de nos parents qui, eux, ont tous, la plupart, été embauchés pour des CDI, des contrats beaucoup plus protecteurs. Aujourd'hui, c'est l'ère, pour notre génération, ma génération, c'est l'ère des emplois précaires. Et donc, le rôle de l'État, c'est de réguler cela, d'inciter les entreprises à avoir des contrats qui sont plus protecteurs, notamment se débarrasser de ces contrats, ces fameux contrats d'usage dans la restauration, ou au moins davantage les encadrer pour qu'ils ne cessent de remplacer à terme le véritable emploi,
celui qui devrait être protecteur. La quasi-totalité des syndicats dénoncent le durcissement des règles d'accès à l'assurance chômage. Est-ce que vous êtes prête à aller manifester avec eux dans les mois qui viennent? Bien sûr, nous sommes prêts à aller manifester, les soutenir autant que possible, parce que qu'est-ce qui se passe en fait, c'est que le gouvernement fait payer aux pauvres, fait payer aux chômeurs. Il les pointe du doigt. Il leur dit, vous allez, c'est de votre faute si vous trouvez pas d'emploi. On va diminuer votre durée d'indemnisation. Ça passe, on diminue le nombre de mois pour avoir droit à une assurance chômage. On diminue aussi le temps pendant lequel vous pouvez reconstituer vos droits. Les droits rechargeables, oui. Vos droits rechargeables. Et donc, à la fin, on a des gens, et on oublie, juste, ce qui est important, c'est qu'on oublie sur l'assurance chômage, que c'est une assurance chômage. Et donc, qu'on y contribue. On y contribue, et donc on ne sera plus protégé. Vous iriez manifester pour aller défendre les cadres, qui vont donc toucher moins avec la réforme? Bien sûr, j'irai manifester pour défendre les cadres supérieurs qui, en l'occurrence, touchent plus de 4 500 € d'indemnisation par mois. Vous savez, d'abord, le premier problème sur les cadres, c'est que, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous dites aux cadres, ok, vous cotisez, mais vous avez plus droit ou moins droit à une assurance chômage. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, nous, on ne veut plus cotiser dans ces conditions-là. Et vous sapez le principe même d'universalité où tout le monde cotise. Et surtout, si les cadres cotisent, ils cotisent aussi pour ceux qui n'ont plus d'emploi, alors qu'on sait très bien que eux, en proportion, sont beaucoup moins nombreux à toucher derrière l'assurance chômage et beaucoup moins nombreux à faire face à une situation de précarité. Merci à vous, Manon Aubry. Merci à vous. Vous étiez ce matin l'invité de France Info.